Si le black metal n'est pas forcément le sous-genre de métal que je préfère, je ne peux m'empêcher d'être terriblement séduit par certaines de ses branches. L'une d'elles est le black metal médiéval. Alors, je sais ce que vous risquez de me dire. Ah, mais je conteste, Aristide. Tu as déjà plusieurs de tes collègues qui ont notamment pointé du doigt que le fait de définir sa musique d'abord par son thème plutôt que par ses caractéristiques musicales propres, ça n'avait généralement pas de sens. Je sais, je vais m'expliquer. Selon moi, définir un genre musical selon sa thématique peut être cohérent tant que cette thématique a une réelle influence sur la musique. Si on peut réunir plusieurs groupes qui parlent de la même chose et qui utilisent les mêmes codes et les mêmes mécanismes pour en parler, on peut définir un genre musical. L'exemple qui était utilisé dans la vidéo de mon comparse Le Métal du Soir, puisque c'est à lui que je faisais référence, c'est celui du viking metal. Et là, effectivement, c'est absurde, car c'est un genre qui se devrait de réunir Bathory, Amon Amarth, le Enslaved des débuts et Ensiferum. Et effectivement, ça ne fait pas de sens, car en dehors de leur thématique, rien ne lie ces groupes. Mais si je vous parle de black metal médiéval en vous citant des groupes comme Darkenhold, Sonopfer, Obsequiae, Aurillac, et pourquoi pas Véhémence, là, personnellement, je trouve ça plus cohérent. Mais revenons un peu en arrière. Le black metal a toujours tiré une bonne partie de ses thématiques et de ses inspirations dans les vapeurs des temps jadis, et principalement du Moyen-Âge. En tout cas, d'une certaine idée qu'on se fait du Moyen-Âge, à grands coups de combats épiques et sanglants, de forêts mystiques enneigées et de guerriers valeureux naviguant de pillage en conquête. Une grande partie de la scène norvégienne dans les années 90 s'inspire de l'histoire de leurs ancêtres vikings, ou de leurs légendes et de leur mythologie. Si on veut, on peut même rajouter une petite touche de fantasy, et là, déjà à l'époque, ces quelques groupes parvenaient plutôt bien à transmettre à travers leur musique un sentiment de retour dans le passé. Les premiers qui me viennent en tête, c'est Enslaved, qui, dans leurs premiers albums, faisaient déjà un assez bon usage des claviers pour nous conter des histoires de bataille dans la neige, mais avant ça, on avait Bathory, qui nous narrait des récits de l'époque, dans Blood Fire Death, mais surtout dans Hammer Earth, en 1990. L'un des premiers groupes à avoir abordé le côté château fort du Moyen-Âge, c'est Satyricon avec son premier album justement intitulé Dark Medieval Times, en 1994, et son second, The Shadow Throne, la même année. Dans les deux cas, il s'agit finalement d'un black metal à la sauce norvégienne seconde vague, assez classique, plutôt glacial et lancinant, avec un sentiment de mélancolie bien plus que de rage. Mais il suffit de quelques incursions assez remarquables d'instruments plus folkloriques, comme des flûtes, des percussions, des chœurs lointains, une bonne dose de synthétiseurs bien sûr, et des arpèges de guitare acoustique, pour faire opérer la magie du voyage dans le temps. Il n'y a plus qu'à rajouter les bruitages de vent qui soufflent, et c'est prêt. Fermez les yeux et laissez-vous porter. On a certains indices qui ne trompent pas sur la marchandise. D'abord cette pochette là, dessinée au crayon de papier qui garde quand même un certain charme, avec ses erreurs de perspective là, et surtout certains titres de morceaux comme par exemple The Dark Castle in the Deep Forest, le château sombre dans la forêt profonde. Musicalement, le groupe propose quand même des parties black metal épiques et quelques fulgurances mélodiques qui font désormais la personnalité de tous les groupes que je me permets de qualifier ici de black metal médiéval. Et, sans comprendre le moindre mot de norvégien, on peut sans peine s'imaginer les histoires que Satyricon cherche à nous raconter. Et les interludes instrumentales y sont aussi pour beaucoup dans cette personnalité. Je suis personnellement en amour sur la dernière piste de The Shadow Throne, leur deuxième album, tant elle me fait transplaner quand je l'écoute. Bien évidemment, Satyricon n'a pas été le seul groupe à jouer de cette façon pour parler de ces choses-là. On pourrait citer Immortal, Dissection, Emperor, les premiers Dimmu Borgir même, et des tonnes d'autres, mais le sujet de cette vidéo, c'est plus de se pencher sur l'héritage qu'a eu cette scène black metal et le Moyen-Âge de manière générale, sur une partie de la scène black metal actuelle. Cette scène dont je parle, c'est celle de Aurillac, de Véhémence, de Darkenhold, de Sonopfer, d'Obsequiae, d'Artefact, j'en passe, et des plus ou moins meilleurs.
Ceux-ci sont les noms qui reviennent le plus, mais la scène est bien sûr assez étendue, comprenant son lot de petits projets réservés aux élus, et ce depuis un bon moment. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais quand je cherche Medieval Black Metal sur YouTube. Moi, les groupes qui me parlent, c'est ceux-là, et comme cette chaîne, c'est la mienne, on va parler d'eux. Et si je m'intéresse particulièrement à cette scène, c'est parce qu'elle est l'une des branches du black metal qui me parle le plus. Loin de moi l'idée de me la jouer faux nostalgique de l'époque de nos glorieux ancêtres chevaliers et tout ça, mais l'ambiance que ces groupes transportent avec eux provoque en moi des sensations plutôt agréables, comme du réconfort, de la sérénité, mais aussi de la bravoure, de l'épique, et ça m'évoque surtout tout un tas d'images, de scènes, de paysages qui me font rêver. Ça m'évoque tout un imaginaire fantasmé du Moyen-Âge. Un Moyen-Âge qu'on sublime et compare d'une aura mystique, un temps jadis qu'on se plaît à rêver et qui n'est en fait qu'un genre de mélange d'histoire, mais aussi de contes de fées et d'une part de fantaisie. Quel jeune enfant n'a pas rêvé d'être un chevalier qui parcourt les donjons à la recherche de créatures du mal à Auxir? Et quel jeune barbu maintenant de 25 ans se priverait donc de placer une référence à Camelot toutes les 3 phrases? Ouais, c'est pas faux. Dans une interview accordée à l'excellent webzine Scholomance, Ivermore, le chanteur de Véhémence depuis le dernier album, parle des paroles de l'album comme d'un Moyen-Âge qui se rêve lui-même, d'un Moyen-Âge fantastique dans ce qu'il a de légendaire, les histoires qu'il peut raconter. A noter que le Bougre est également le fondateur du groupe Grill, autre fameux projet de black metal médiéval qui, lui, assume complètement le fantastique, voire la fantaisie, dans sa vision du Moyen-Âge, malgré la volonté de toujours vouloir raconter quelque chose de convaincant et de pratiquement plausible. Si de nombreux groupes s'inspirent d'une certaine fantaisie très poussée, comme le Seigneur des Anneaux, par exemple, ou encore Conan, ici c'est plutôt comme si on s'inspirait des contes de la mythologie arthurienne. Et quand je parle du Moyen-Âge, je parle bien évidemment du Moyen-Âge européen. D'ailleurs, vous verrez qu'une bonne partie des groupes dont on va parler dans cette vidéo sont français. Mais il n'est pas essentiel d'être français pour parler de Moyen-Âge, ni même du vieux continent pour aborder ce sujet. Obséquié, par exemple, est un groupe originaire du Minnesota, ce qui ne l'empêche pas d'être l'un des plus fiers représentants de cette mouvance, alors même que le sujet est profondément ancré en Europe. Pourtant, leur black metal mélodique teinté de musique médiévale, avec des interludes à la harpe notamment, fonctionne complètement. Qui plus est, le groupe joue dans un registre très éthéré, noyé dans la réverb et plutôt lumineux. Il n'y a qu'à écouter, et il suffit de quelques instants pour qu'on se retrouve perdu dans les paysages des temps jadis. Le soleil brille haut dans le ciel, alors que vous marchez à travers champs fleuris pour rejoindre le château de votre seigneur, qui attend votre retour victorieux. La musique est grandiose et belle, aussi bien dans les parties acoustiques que dans ses envolées de guitare mélodiques. Et surtout, ça a l'air sérieux. Et par sérieux, je veux dire qu'on est bien conscient qu'on n'écoute pas Rhapsody. Sans être un fin musicologue, ni même le 10e d'un historien de la musique, on comprend que les références au Moyen-Âge, comme les choix d'accords, de mélodies, ou ces fameux interludes aux instruments traditionnels, sont recherchés, voire même documentés. En tout cas, ça a l'air plausible, et pour un auditeur standard, c'est amplement suffisant. Quand je parle de documentation, je n'entends pas par là que tous les groupes cachent des Stéphane Bern dans leur besace pour écrire leurs paroles, mais on ressent quand même une réelle volonté de s'approcher au plus près de la réalité. Ardraos, le fondateur et unique membre de Son of Fair, explique en interview qu'il passe
toujours un certain temps à consulter les recueils de contes médiévaux des livres d'histoire, des légendes locales de l'époque, pour s'imprégner le plus possible de l'ambiance du Moyen-Âge français, et plus précisément bourbonnais, dans le but d'en restituer une atmosphère fidèle et immersive. Il dit également écouter régulièrement de la musique médiévale ou de la Renaissance, entre 2 Burzum et un Sacramentum. Et sa passion pour l'histoire de sa région n'est pas à mettre en doute, selon moi, quand on sait qu'il a racheté un ensemble de vieux bâtiments médiévaux pour les restaurer. Et cet attachement à ses racines régionales, il le partage avec beaucoup d'autres musiciens de la scène. Sans être le moins du monde chauvin, la France est un pays qui a une longue histoire et surtout une variété de légendes et de traditions locales conséquentes. Chaque coin de France, chaque région, et parfois même chaque village, a ses légendes, son histoire, parfois son patois. C'est assez compréhensible de voir toute la richesse que quelqu'un de passionné et de très attaché à sa terre natale peut en tirer musicalement. Le risque, évidemment, c'est de tomber dans le nationalisme bas du front, si ce n'est pire, et certains n'y échappent pas. Je veux bien entendu parler de Peste Noire, le désormais très fameux groupe tenu par Famine et dont Hard House a fait partie entre 2012 et 2018. Par contre, je ne ferai que le citer, parce que je n'ai pas particulièrement envie de l'écouter. Je sais que le groupe a plutôt une bonne réputation, notamment pour son album La Sanie des siècles, mais tout le monde connaît maintenant les idées ardemment défendues par Famine, et ça ne me donne pas envie d'y prêter la moindre attention. Enfin, ce qui n'est pas très grave en soi, il y a tout un tas d'autres groupes à écouter, et de toute façon, on ne peut pas prêter l'oreille à tout. Un autre groupe dans lequel a joué Hard House, et qui se base aussi sur les légendes médiévales de sa terre natale, c'est Aurillac. Le nom du groupe est la version occitane du nom de la ville d'Aurillac, d'où est originaire le groupe. C'est donc sans surprise qu'on le retrouve à évoquer les contes et les histoires de celle-ci, et plus largement de toute la région occitane, sur un fond de black metal mélodique. Même si celui-ci se permet quelques incursions plus heavy dans certains riffs, l'essentiel est tout de même là, des mélodies épiques, des cavalcades rythmiques et une certaine lumière dans l'ambiance des morceaux. Il y a même de la vielle à roue et des paroles chantées en français ne laissent que peu de doute. On peut qualifier Aurillac de black metal médiéval. Par contre, ce n'est pas le mot que donne Spellbound, le chanteur du groupe, quand on lui demande quel style joue Aurillac, et il lui préfère généralement le qualificatif d'épique black metal, qui correspond plutôt bien aux 3 albums du groupe, et est-ce que justement ça ne serait pas le dénominateur commun de tous ces groupes ? Quand Avernian, guitariste d'Aurillac, parle du son qu'ils essayent d'avoir, il cite 2 grandes influences. Les chants et les mélodies traditionnelles qu'on peut retrouver sur quelques morceaux, dont celui que vous entendez en ce moment, et le black metal le plus mélodique, notamment celui de Dissection, et c'est probablement le nom qui revient le plus quand on demande aux musiciens de cette scène de citer leurs principales influences. Dissection, même s'il ne parlait pas spécialement de château fort et de chevaliers, avait tout de même ce sens de l'épique, ce talent pour composer des morceaux efficaces et mélodies prenantes, et qui savait faire voyager l'auditeur à travers le temps, tout en lui inspirant la bravoure et une certaine forme de nostalgie. On y retrouvait également certains gimmicks, comme par exemple les passages acoustiques, qui introduisent souvent les riffs, et ce n'est pas le seul groupe à faire ça bien sûr, et on a déjà vu d'autres groupes influents au début de la vidéo, mais comme Dissection semble avoir une place particulière dans le cœur d'à peu près tous les acteurs de la scène, ça méritait au moins un paragraphe et un extrait.
Essayons de voir à quel moment ce sous-genre a commencé à sortir de l'ombre. L'un des plus anciens projets dans ce style à ma connaissance, c'est le groupe français Artefact, l'ancien projet d'Aldébaran, le fondateur de Dark and Old. Et Artefact, en termes de composition, c'est pas n'importe quoi. Les morceaux sont dynamiques, remplis d'idées. Certains passages sont assez techniques et permettent de se rendre compte du talent pur des musiciens, et particulièrement d'Aldébaran, qui compose quasiment tout. D'autres moments sont plus étranges, presque progressifs, et présentent pas mal d'expérimentation. Les albums sont variés, et on les a même souvent comparés à Emperor et à Opeth. Pour l'aspect black metal médiéval, on a à peu près tout ce qu'il faut. Les cavalcades endiablées, les mélodies épiques, les nappes de clavier atmosphériques, des passages acoustiques, même des chœurs masculins solennels, et surtout les inspirations. Si le nom Artefact évoque selon les dires même du groupe un univers teinté de fantaisie et de magie, le groupe s'imprègne aussi beaucoup des ambiances forestières et moyenâgeuses. Mais malgré tout ça, je pense que ça serait un petit peu réducteur de qualifier Artefact de black metal médiéval, tout simplement parce que le groupe brasse beaucoup trop d'influences et part dans bien trop de directions pour qu'on puisse le réduire à seulement ce style. On aurait pu dire black metal progressif, heavy black metal ou black metal tout court qu'on serait pas tombé à côté. Mais si j'en parle, c'est qu'il va avoir une certaine influence sur ce qui va venir après dans cette scène. Le groupe sortira 3 albums de grande qualité avant de voir son fondateur et principal compositeur, Aldébaran, s'en aller vivre d'autres aventures en 2008, et notamment celle de fonder Dark and Old, dont on devinait déjà les prémices dans l'album Ruins, tant la production et la manière de composer et de jouer les riffs sont similaires. Mais le parti pris de Dark and Old est résolument plus tourné vers le Moyen-Âge et les histoires fantastiques, comme un recentrage, un échantillonnage des parties d'Artefact qui lui plaisait le plus, pour en faire un tout nouveau projet en se débarrassant du reste. Le premier album de Dark and Old, Passage to the Towers, sort en 2010, la même année que le premier album de Son of Fair, intitulé Nos sombres chapelles, et le deuxième album d'Aurillac, La Cité des Vents, 2 ans après la sortie de À la Croisée des Vents, leur premier album en 2008. S'en suivra le premier album d'Obséquier, Suspend is a Broom of Eos, l'année suivante, et la machine fut lancée. Les albums déferleront sans que la qualité ne baisse. C'est même plutôt tout le contraire qui se produit, puisqu'on verra notamment en 2019 la sortie de 3 albums qui furent encensés, The Palms of the Sword Kings d'Obséquier, Les Grandes Compagnies de Grill et Par le sang versé de Véhémence. Et 2020 nous promet encore de quoi nous sustenter, avec la sortie d'un 5e album pour Dark and Old, ou encore le récent album d'Abduction, entièrement basé sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Le style a l'air en pleine forme et n'est pas prêt de ralentir la cadence, ce qui me met en joie, car, comme je l'ai dit, il est le style de black metal qui trouve le plus grâce à mes yeux, de par ses caractéristiques musicales de base déjà, ses parties de batterie qui galopent sans fin, ses mélodies épiques et lumineuses, avec un jeu d'harmonie parfois céleste, toujours cette base obscure et mystérieuse, avec ses hurlements habités, ses nappes de clavier atmosphériques, ses interludes acoustiques, mélancoliques, mais surtout l'alchimie entre tous ces éléments. Cette même alchimie qui nous transporte dans les fantômes et les légendes des temps jadis. Une époque rêvée et imprégnée de magie et de mythes, mais aussi de violence et de noirceur, de récits et de contes. Je pense que le plus important là-dedans, ce sont les valeurs et les idées que l'on rattache généralement à nos fantasmes du Moyen-Âge et qui contrastent très violemment avec la société moderne dans laquelle nous sommes contraints de vivre. On s'imagine alors une vie plus proche de la nature, plus humble et respectueuse, mais aussi plus brute et plus simple. On fantasme une époque de courage et de noblesse, à 1000 lieues de ce qu'elle devait être, bien sûr, mais une époque qui nourrit l'imagination ambitieuse de nombreux d'entre nous, et ce depuis l'enfance, rêveurs que nous sommes à notre façon. Et c'est là-dessus que je vais conclure ma vidéo. Alors bien sûr, elle se basait sur une sélection réduite de groupes et d'albums, parce que le black à tendance médiévale, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis les années 90, mais toujours de façon confidentielle, et le but de cette vidéo, c'était plus de s'attarder sur cette nouvelle scène française, essentiellement,
qui s'est développé dans les années 2010 et qui, j'espère, va continuer à se développer. Je remercie bien entendu le Métalleux du Soir pour sa brève apparition en début de vidéo, et aussi parce que sa vidéo, sa philo-métal sur les métals thématiques a été un petit peu la base de ma réflexion sur les sous-genres, donc je vous encourage à aller la voir ainsi que le reste de sa chaîne. Et je vous encourage également, si vous avez apprécié cette vidéo, à la liker, à la partager, parce que le meilleur moyen de remercier mon travail, finalement, le meilleur moyen d'être récompensé de ce travail, c'est que mon travail soit vu, c'est essentiellement ça. N'hésitez pas également à partager vos avis, à partager vos groupes, vos conseils, dans les commentaires, tout ça. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve donc plus tard, prochainement, bientôt, très bientôt, pour de nouvelles vidéos. Merci à vous d'avoir regardé celle-ci. Allez, à plus.